il y a quelque chose enterré sous nos pieds, quelque chose que les anciens connaissaient, mais que nous avons oublié. Au cours des dernières années, avec le soutien de technologies innovantes, nous avons réussi à cartographier un réseau de vestiges et de structures qui s'étendent le long du Péa Birou. Mais les découvertes vont au-delà de ce que la technologie peut nous montrer. À mesure que l'équipe progresse, affrontant les obstacles de la forêt, les découvertes commencent à devenir plus évidentes. Marques, structure de pierre, construction qui suggèrent une société bien organisée, avec des connaissances avancées en astronomie et ingénierie. Le chemin du Péa Birou, il est encore vivant, car quotidiennement, il est parcouru par certains anciens peuples comme les indigènes. Alors, quand nous parlons du chemin du Péa Birou, c'est comme si c'était juste une histoire passée et elle est encore vivante. C'est un chemin qui était plus parcouru par le ciel que par la terre parce qu'il est guidé par les étoiles, les constellations, le cosmos qui guidait ces peuples et d'une manière très spirituelle. C'est impressionnant comment la connaissance, la technique, toute leur méthodologie, la gestion de la terre, de la forêt, des eaux, tout cela, comment à cette époque, sans formation, sans technologie, comment possédaient-ils toutes ces connaissances, même dans le domaine astronomique, l'alignement, les endroits où les pierres ont été placées et travaillées de manière à pouvoir établir une analogie avec les étoiles, le soleil, la lune et surtout avec la récolte. Alors c'est très, disons ainsi, c'est très intriguant de savoir comment une civilisation qui supposément n'avait pas la moindre connaissance, encore moins aucune condition, a fabriqué tout ce complexe de ramifications, de chemins, avec beaucoup de difficultés, car travailler la pierre n'est pas facile, encore moins sur un terrain, une géographie aussi compliquée comme c'est le cas des montagnes, et surtout, comment traverser l'eau, n'est-ce pas? C'est-à-dire le bateau, ou quel type de véhicule ils avaient, non seulement pour les eaux, mais aussi pour des travaux plus lourds, des travaux plus élaborés, comme des silos ou d'autres constructions délabrées que nous trouvons. Donc, c'est tout simplement surréaliste. Aujourd'hui, de nos jours, c'est difficile, rien qu'à penser à faire tout cela avec la technologie d'aujourd'hui. C'est difficile, presque impossible en termes de temps, de logistique et, disons, de conditionnement physique. Maintenant, imaginez, il y a des milliers d'années, Chaque vestige, même infime, offre des indices essentiels sur les anciens habitants de ces terres. Nous récupérons des morceaux d'histoire qui nous révèlent comment ces peuples, qui ont vécu avant nous, comprenaient la terre et le monde autour d'eux. Le chemin de Péa Birou a diverses confirmations scientifiques, notamment des datations sur des pierres et certains artefacts trouvés dans des grottes ou même le long du chemin. Ces datations se situent entre 1000 et 3000 ans. Oui, le chemin a été utilisé par diverses tribus, par diverses ethnies, d'après ce que l'on sait de l'histoire plus récente. Cependant, c'est beaucoup plus ancien. Nous avons des preuves que c'est beaucoup plus ancien que le Brésil colonial. Alors, cela date de 2000, 3000 ans avant Jésus-Christ, selon tout le matériel qui a été trouvé, tous les indices. Donc, divers peuples occupaient ce chemin. Je dirais même que avant que les peuples indigènes existent, ce chemin avait déjà existé, avait déjà été construit. Et avec cela, ces habitants qui sont arrivés, les peuples, les diverses tribus qui ont été créées ou amenées, ont fini par utiliser ce chemin parce qu'eux-mêmes disaient que leurs ancêtres, n'est-ce pas, parlaient déjà de ce vaste réseau routier et qu'il s'agit de divers peuples.
non seulement ici au Brésil, mais aussi sur d'autres continents. Diverses ethnies, et avant elles, nous avons aussi des indications que les Aztèques ont beaucoup utilisées, principalement dans la région amazonienne. Chaque fragment de pierre, de céramique, a une histoire à raconter. Et notre travail ici est de comprendre cette histoire à partir du matériel que nous trouvons. L'objectif est d'étudier dans des analyses en partenariat avec les organismes compétents et de faire émerger la réalité des dates et des civilisations qui ont emprunté cette route. La recherche est le lien qui connecte le passé au présent, mais c'est seulement à travers des recherches et des analyses que nous parvenons réellement à établir des relations et des connexions avec le temps, avec l'espace. Et c'est justement dans ces études que nous arrivons à des résultats surprenants. L'objectif des archéologues dans ces recherches est de pouvoir assembler ce puzzle avec tous les vestiges matériels que nous avons. Donc, en réalisant cet inventaire, nous arrivons à découvrir à quoi servait ce chemin, par qui il était utilisé, quels étaient leurs objectifs, quel était le matériau d'échange culturel qu'ils avaient là. Donc, cela aide à enrichir beaucoup l'histoire, n'est-ce pas, du Brésil et des autres pays, n'est-ce pas, qui ont emprunté ce chemin. Dans cette étape de terrain dans laquelle nous sommes, il est extrêmement important que nous fassions l'analyse de laboratoire pour pouvoir avancer dans les recherches. Qu'est-ce qui se cache derrière ces pierres? Que savaient ces civilisations sur le monde que nous avons perdu au fil des siècles? La recherche nous mène à un point de non-retour, même si découvrir des vestiges est si difficile. Alors, nous abordons une question qui concerne les processus qui ont eu lieu après la colonisation, n'est-ce pas, qui ont été des processus une très grande modification du paysage, principalement à cause de la façon dont les sociétés préhistoriques se reliaient à la nature et la façon dont nous, actuellement, nous nous lions à la nature. C'est un type différent d'occupation. Nous parlons d'une situation où il y a une grande modification de la couverture végétale, une grande modification dans la façon dont on utilise cela, depuis l'élevage d'animaux de grande taille, n'est-ce pas, l'élevage, jusqu'à l'agriculture moderne et la mécanisation. Tous ces processus finissent par effacer les anciens tracés des chemins indigènes. Cependant, ils ne parviennent pas à tout effacer. Certains éléments dans le paysage parviennent encore à conserver ces détails. Notre mission est précisément de trouver ces preuves encore préservées. Tu peux voir qu'ici, il y a des choses qui sont couvertes de mousse. Oui. On sait qu'il y a des marques, n'est-ce pas, sur ces pierres. Il y a des gravures. Oui. Alors, ce sont aussi des indices, mais il faudrait nettoyer, n'est-ce pas, pour qu'on puisse voir. Que dans plusieurs endroits où nous sommes allés, nous avons déjà trouvé, n'est-ce pas? Exactement. Inscription, symbole qui marque ces points du chemin de Peabiru. Oui. Bon, nous allons d'abord mesurer ici où les pierres apparaissent, n'est-ce pas? Ça donne combien, Nanda? Ah, ça fait à peu près, ça donne 50 cm. D'accord. Mais la route est plus grande, n'est-ce pas? Oui, c'est ce qui est apparent, n'est-ce pas? L'autre sentier que nous avons pris de Peabiru, quand nous sommes descendus là au point, sur le plateau, oui, sur le plateau 900, c'est la même chose. C'est un chemin très étroit, mais nous savons qu'il est bien plus large. Il doit avoir au moins 1,40 m. Mais c'est un sentier qui n'est pas entretenu, n'est-ce pas? Les gens ne passent pas par ici. Sotero, n'est-ce pas? Ça a beaucoup défriché. Oui. N'est-ce pas? Terre. Alors nous... Bon, ici il y a 50 cm, nous pouvons mesurer une extension un peu plus grande pour voir où elle... Prendre ici des arbres parce qu'on va avoir une idée. Les arbres, surtout les plus fins, on sait qu'ils n'ont pas de racines profondes. Ici, ça va encore plus. Si je prends ici, ça va prendre à peu près de cette direction-là. Juste ici, on a déjà 2,20 m. Oh! D'accord. Alors c'est à peu près ça ici, n'est-ce pas? Oui. Si on faisait la promotion ici pour pouvoir regarder, hein, on verrait que la route est bien plus large. Oui, si on faisait un nettoyage et une maintenance, certainement.
Il est possible d'explorer de manière durable sans perturber la nature, sans affecter d'aucune manière, car le chemin du Péabiru est très visible et ce sont de petites parties qui sont encore sous la végétation ou ensevelies par une intempérie quelconque. Mais il existe la possibilité, oui, que cette révélation fasse surface et nous montre des surprises jamais imaginées ainsi par un être humain aujourd'hui, de nos jours. La technologie a beaucoup aidé à la découverte du Péabiru, principalement le lidar, où le laser effectue un scan, enlève la végétation et ne laisse qu'un modèle de surface. Cela facilite notre visualisation de tous les chemins, toutes les branches du Péabiru, dans toutes les directions, spécialement en direction du Brésil, des Andes et d'autres continents. La technologie nous a amenés jusqu'ici, mais elle n'est que la pointe de l'iceberg. Ce que nous sommes sur le point de dévoiler dépasse l'histoire que nous connaissons. Dans le cas du chemin de Péabiru, nous avons l'utilisation de matériaux différents dans différentes régions. L'utilisation locale du matériau est toujours un choix très bien réfléchi, n'est-ce pas? Nous avons un matériau populairement connu sous le nom de malacacheta, qui est une roche très utilisée pour le revêtement du chemin de Péabiru, dans la région sud de l'État de São Paulo. São Lourenço da Serra, Juquitiba, n'est-ce pas? Alors nous avons ce matériau, et c'est une pierre qui a des caractéristiques physiques intéressantes. Elle a une capacité thermique, elle a une capacité à ne pas chauffer. Donc elle offre toujours un sol, n'est-ce pas, plus frais, permettant peut-être de marcher pieds nus, n'est-ce pas, sur le chemin, même lorsqu'elle est exposée au soleil. Et les choix, n'est-ce pas, de construction du chemin de Péabiru, ils sont liés à la région. Toutes les pyramides du monde construit, ont été investies avec, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, comme la Macaxita. Et toute Macaxita a une signature, toute roche a une signature standard, d'où elle est extraite, de la région du continent et ainsi de suite, de la même manière que le pétrole et d'autres. Et nous avons découvert que les scientifiques, lors de l'évaluation, ont constaté que la Macaxita présente dans toutes les pyramides, dans tous les revêtements internes et externes, vient du Brésil. Toutes viennent du Brésil. Alors nous avons commencé à chercher où se trouverait ce gisement de Macaxita. Alors nous avons recherché pendant 2 ans et à 8 km de là, nous avons trouvé les gisements de Macaxita. Ce sont divers tunnels, des centaines et des centaines de tunnels où l'on peut marcher à l'intérieur. Une voiture peut y entrer où les gens extrayaient la Macaxita et l'envoyaient vers d'autres continents. Inclusivement, ces petits silos contiennent de la Macaxita. Donc, cela signifie que si c'est le Brésil précolonie ou prédiluvien, ces Macaxita ont une datation d'au moins de 8 à 11 000 ans, n'est-ce pas, qui est la construction des pyramides ou leur revêtement. Il a été prouvé scientifiquement que la Macaxita contenue dans les pyramides est brésilienne et nous avons trouvé son gisement. Au fur et à mesure que l'équipe avance, ce qui semblait être un simple chemin de passage se révèle comme le témoignage d'une sagesse ancestrale. Le chemin de Péabiru était bien plus qu'un simple parcours. C'était une œuvre d'ingénierie façonnée pour connecter les cultures et surmonter les défis de la nature elle-même. Le type de matériau qui a été choisi montre que c'était intentionnel. Et cette intentionnalité dans la construction du chemin montre qu'elle échappe à la logique de la nature locale. Même si les puits ont la force de pousser des roches, elles ne peuvent pas sculpter les roches, les dessiner et les poser précisément à un endroit qui est un chemin. Il est également impressionnant de constater les similitudes architecturales trouvées en divers points le long du chemin, comme les motifs de construction qui rappellent le style inca et des artefacts similaires à ceux découverts au Pérou et dans d'autres régions andines. Cela suggère qu'il y avait une interaction significative entre ces cultures et un échange continu de ressources et de connaissances. Pendant des siècles, l'histoire du Brésil a été construite d'une perspective eurocentrée.
la découverte du chemin de Peabiru et l'évidence d'une société sophistiquée et organisée défait cette vision. Puisque ce chemin est transcontinental, on peut en effet trouver des matériaux, par exemple du Pérou, ici au Brésil et vice-versa, car il faisait des échanges culturels, n'est-ce pas, sur ces chemins. Nous avons plusieurs matériaux en métaux qui ont été fabriqués lors de ces échanges, qui comprennent des matériaux incas, probablement des matériaux aztèques aussi. Nous avons des matériaux du Brésil, du Paraguay, donc de plusieurs pays d'Amérique du Sud principalement. Seulement, nous comprenons aussi que ces chemins peuvent être beaucoup plus anciens parce que les chemins que nous avons, non seulement au Brésil, mais sur plusieurs continents, étaient utilisés par une civilisation après une autre. Eh bien, nous essayons donc de reconstituer ce contexte énigmatique avec ce que nous découvrons maintenant, avec les nouvelles découvertes, n'est-ce pas, avec cette technologie. Et aussi, nous avons commencé à accéder à plusieurs autres endroits, encore très reculés, des lieux inhospitaliers, de difficile accès, que nous avons commencé à explorer et où nous avons trouvé de nouvelles preuves, disons très surprenantes. Sur le terrain, il y a plusieurs moments de défi, mais aussi des moments de découverte incroyables. Et chaque nouvelle découverte apporte cette sensation d'accomplissement. Ce sont des moments spontanés de découverte qui se produisent de manière émouvante et qui rendent cette mission digne d'être vécue. Regarde, ici, on remarque certains points qui ont une retenue. Regarde ici, ça, c'est de la pierre. Oui. Ils ont fait une retenue de côté. Alors, on peut remarquer que ce chemin est un peu plus étroit, n'est-ce pas, que certains autres que nous avons déjà traversés, qui sont plus larges, n'est-ce pas, les ramifications en réalité, n'est-ce pas? Exactement. Mais là, vous voyez, en montant, nous avons déjà remarqué à d'autres endroits qu'ils font cela. Ils alternent les pierres, comme si vous aviez déjà une carte indiquant où poser le pied pour monter plus facilement. Exactement. Et ici, on voit que tout le parcours est en montée, où ils utilisaient vraiment les pierres à ces endroits. Et là, on peut voir cette alternance, n'est-ce pas? Exactement. Et en plus de l'ingénierie impressionnante pour construire tout cela, ces sentiers montrent des motifs qui s'alignent avec les constellations. Ces alignements indiquent que les constructeurs du chemin de Peabiru avaient une compréhension complexe de la façon dont les mouvements célestes influençaient la vie quotidienne, les cycles de plantation et de récolte, et même les cérémonies spirituelles. Ces peuples, ils se transformaient aussi tout au long du chemin. Ils se connectaient avec la nature, avec tout ce que la nature avait à offrir. Et le ciel a toujours été le guide. Une chose est certaine, le chemin est là pour que tout le monde voit. Et à chaque fois que vous passez par ce chemin ici, à Garuva, oui, vous partez d'une manière et revenez d'une autre. C'est quelque chose comme ça, ce n'est vraiment pas seulement quelque chose de physique, mais c'est aussi métaphysique. Tout ce savoir est essentiel à la construction de notre histoire. Ces peuples maîtrisaient les cycles de la nature et la préservation de tout cet écosystème. Une leçon extrêmement importante, surtout à notre époque actuelle, où le Brésil et le monde font face à des changements climatiques et des défis environnementaux. Il existait une harmonie, il n'y avait pas de vol, de corruption, de malhonnêteté comme aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, je crois que c'était une civilisation très avancée, avec une connaissance ainsi surréelle, et que je pense que, à mon avis, de nos jours, tout ce savoir, cette harmonie, la précision mathématique de tout ce qu'ils ont fait, c'est vraiment impressionnant. Et ce serait bien si la population d'aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, avait cette même noblesse et le même effort de dévouement que cette civilisation qui a construit toutes ces merveilles et tout le Peabiru. Ce serait très bien si cela arrivait. Tout cela que j'ai vu, tout cela que nous avons trouvé ici, m'inspire, me motive beaucoup plus à découvrir toujours plus et plus et plus.
car ce que nous voyons ici n'est que la pointe de l'iceberg. Nous avons beaucoup plus. Ainsi, chaque jour, l'appétit pour la connaissance est de plus en plus grand. Donc, je suis très motivé. Chaque découverte, chaque rencontre, chaque photo, chaque chemin que nous croisons, chaque silo souterrain, c'est comme si c'était un cadeau, un don de Dieu, un don des dieux, je ne sais pas. C'est quelque chose, c'est un cadeau pour nous et un héritage que nous pouvons laisser aux générations futures. Notre équipe est en train de redessiner le chemin du Peabiru et de chercher à comprendre la logique des ramifications et connexions entre les États, les pays et les continents. Mais pour l'instant, tout n'a pas de réponse. Certaines découvertes, comme ce site archéologique dans le Mato Grosso do Sul, restent encore un mystère. Ces disques, qui sont appelés discoïdes, ces matériaux en roche, eh bien, ils sont impressionnants parce qu'ils datent de milliers d'années. Ils ont déjà été étudiés aux États-Unis par divers scientifiques et nous n'avons pas la technologie aujourd'hui pour réaliser ce type de matériaux, ce format en discoïde. Alors, et il y a aussi des minéraux qui n'existent pas sur Terre, donc ils ont des minéraux qui pourraient provenir de météorites. Ils sont d'une technologie que nous ne connaissons pas encore jusqu'à présent et ils apparaissent simplement incrustés à l'intérieur d'autres roches. Vous cassez les roches et ils apparaissent là, mais il y en a des milliers ici, dans la région. Il existe une théorie selon laquelle les civilisations anciennes l'utilisaient comme monnaie d'échange. Mais ce n'est qu'une théorie. Tandis que les théories rendent le chemin encore plus mystique, ce sont les preuves qui nous apportent réellement des réponses et qui nous permettent finalement de tirer des conclusions. Le savoir ancestral va bien au-delà de ce que nous imaginons. L'homme, dans sa modernité, je crois qu'il commet une grande erreur en pensant qu'il est à son apogée. Moi, j'ai même une opinion contraire, Pedro, car actuellement, nous ne prenons pas soin de la planète comme nous le devrions. Alors ces anciens peuples avaient un amour et une connexion beaucoup plus grande avec la Terre. Je dirais que Peabiru est la clé de la connaissance dont l'humanité a besoin. C'est le maillon manquant entre l'homme et la création, disons-le ainsi. Nous avons un dicton parmi nous qui dit « Découvrons le passé pour comprendre l'avenir ». Alors, la relation avec le Peabiru, toute la gamme d'informations, tout le savoir va vraiment nous aider à avoir une prévision ou une idée de l'avenir par rapport à ce qu'il était. À quoi sert et ce que sera encore le chemin du Peabiru par rapport à la découverte qui existe pour être révélée et ce qui est déjà découvert dernièrement? Je crois que nous avons beaucoup à apprendre d'eux en termes d'attitude. Je crois que nous allons, oui, réécrire l'histoire, parce que je pense que pour suivre le meilleur chemin, nous devons chercher la vérité. La vérité qui va nous mener sur le chemin le plus juste, qui est d'avoir plus de conscience en tant qu'êtres humains. Pour moi, le chemin du Peabiru représente une école, Samuyan, une grande école universelle où l'on peut plonger dans les profondeurs du passé et faire émerger des révélations qui vont modifier l'avenir. Que se passera-t-il ensuite? Seul le temps et la recherche pourront le dire, mais ce que nous savons déjà, c'est que le Peabiru renferme des secrets qui méritent d'être découverts.